Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Cette semaine au programme, en Ouganda, l'éducation de millions d'élèves compromise par la crise sanitaire du Covid-19. Avec la fermeture des écoles, les parents s'inquiètent de voir leurs enfants accumuler des retards dans leur apprentissage. Elle a défilé pour les plus grands stylistes avant de fonder Share Africa, un forum digital pour promouvoir la créativité et l'innovation des talents du continent. Valerica est notre invitée. Pour finir, en Côte d'Ivoire, la préservation d'un patrimoine historique, culturel et spirituel. 8 mosquées centenaires situées dans le nord du pays ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis le début de la pandémie de coronavirus en mars 2020, la grande majorité des écoles primaires en Ouganda n'ont pas rouvert leurs portes. Les établissements de l'enseignement secondaire subissent eux aussi des perturbations constantes. Certains experts alertent sur les conséquences néfastes pour les plus de 15 millions d'élèves que compte le pays, notamment un risque de décrochage scolaire. C'est un reportage de notre correspondant Simon Wolfhard. Depuis le début de l'épidémie, Kavira, 16 ans, n'a passé que quelques semaines sur les bancs de l'école, 2 années scolaires volatilisées. Pour tenter de la maintenir au niveau, sa mère s'improvise enseignante. Parlons biologie. Des organismes. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les organismes? Pour donner ses cours, cette mère est contrainte d'acheter des livres à des vendeurs ambulants. On est juste à la maison à ne rien faire. Et même si je veux prendre de l'avance sur mes cours, sur mes prochaines leçons, j'ai besoin d'explications de la part du professeur. Aujourd'hui, Petronila craint pour l'avenir de ses enfants. Elle a perdu l'envie d'étudier. Même mes plus jeunes enfants, ils voient que les gens ne font rien. Je crains qu'ils prennent de mauvaises habitudes dans la rue. Des habitudes qu'ils n'avaient pas avant. La situation économique des professeurs devient précaire. On me dit que les professeurs ont tardé à toucher leur salaire ces derniers mois. C'est vrai? Nous perdons des ressources humaines, nous allons perdre des enseignants expérimentés. Les autorités, quant à elles, veulent éviter un nouveau rebond épidémique. Il est toujours nécessaire de garder les écoles fermées. Mais quand nous les rouvrirons, on ne pourra pas faire revenir tout le monde d'un coup. Nous procéderons à une réouverture progressive, classe par classe, en alternance. Aucune date n'a pour le moment été fixée quant à la réouverture des écoles. Pour y parvenir, les autorités misent sur la vaccination des professeurs. Défilés, Fashion Week ou encore conférences, des acteurs et actrices de plus en plus nombreux montent au créneau pour promouvoir la mode créée en Afrique. Elle est de plus en plus présente sur les podiums grâce à de jeunes designers. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Valerica, mannequin et fondatrice de Share Africa. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors comme je le disais, vous avez fondé Share Africa. Dites-nous en plus sur ce projet. Alors, Share Africa, c'est une association que j'ai créée. Le but est de mettre en avant les réussites de la jeunesse africaine et la diaspora. C'était plutôt une agora, nouvelle génération qui rassemblait autour de jeunes avec des projets innovants, que ce soit dans le domaine de l'innovation, la créativité et aussi dans la résilience. Justement, c'est dans le cadre de votre projet Share Africa que vous venez d'organiser l'Africa Fashion App, une manifestation panafricaine pour promouvoir l'industrie du luxe made in Africa. Oui, parce que en fait, c'est une sorte de révolte. Hein. C'est me venu comme ça. Je me suis dit, je me lance dans une petite association. On va voir ce que ça va donner. En fait, ça a pris de l'ampleur et on s'est aperçu qu'au fur et à mesure qu'on allait démarcher, voir des personnalités pour nous accompagner, les marques de luxe, en fait, il y a une vraie demande pour la marque, pour des hauts de gamme africains. Est-ce qu'aujourd'hui, les grandes maisons du luxe sont prêtes à justement recruter des talents originaires du continent? Oui, nous avons eu la chance d'être accompagnés par Balenciaga, qui a reçu les jeunes créateurs. Ils ont eu une masterclass et là, ils vont être accompagnés pendant 6 mois. Ils auront un mentoring. On a eu aussi entre autres Huawei, qui nous a énormément soutenus, Sisley. Donc, toutes ces grandes maisons, y compris Jendaya, qui est une nouvelle marque de site de vente pour les jeunes créateurs, pour qu'ils puissent aussi vendre leurs collections. Et toutes ces grandes marques nous ont accompagnés, nous ont fait confiance.
et on espère vraiment les retrouver l'année prochaine aussi. Et ce que je voulais aussi mettre en avant, c'était qu'on voyait les vêtements de ces créateurs, de ces jeunes, mais on ne savait pas c'était qui. Donc on n'avait pas le nom sur les collections. Donc l'idée aussi de Africa Fashion Hub, c'est de les accompagner, de les former, de les outiller et de leur... De les aider à obtenir la reconnaissance. Exactement. Et puis aussi, il faut dire que pourquoi est-ce qu'en Occident, on a des grandes marques et pas forcément en Afrique? Parce qu'il y a des codes, il y a une façon de travailler, il y a une façon de pouvoir produire les vêtements. Il faut être prêt. Quand vous avez une marque, une maison, par exemple comme la Galerie Lafayette, qui veut vous représenter, vendre vos produits, il faut être capable de pouvoir sortir une certaine quantité de vêtements. Donc assurer la production. Exactement. Donc c'est tout ça qu'on a essayé de mettre en place pour que ces jeunes créateurs qui participent à Africa Fashion Hub aient tous les outils nécessaires pour que demain, si on a une marque qui veut bien les produire, qu'ils soient outillés avec tout ce qu'il leur faudra pour pouvoir lancer leur collection. Et lors de cette Africa Fashion Hub, vous avez récompensé le styliste nigérian Emmanuel Okoro. Il a été sacré Designer Africa Fashion Hub 2021. Je vous propose de l'écouter. Je suis très honoré d'avoir reçu un prix si prestigieux. Car depuis des années, mon rêve est que ma marque Emi Caspi gagne une reconnaissance sur la scène internationale. Et cette récompense marque un pas important. Nous en sommes très reconnaissants. La collection que nous avons présentée est la nouvelle collection Printemps-été 2022. Nous nous sommes inspirés de la guerre civile qu'il y a eu au Nigeria de 1967 à 1970. Nos collections passées s'inspirent aussi de l'histoire, des événements passés qui laissent des références culturelles. Cette année, nous avons décidé de raconter l'histoire du conflit au Biafra. Donc les silhouettes portent des vestes de tailleur, des chapeaux et des looks militaires. Valerica, qu'est-ce qui vous-même vous a plu dans le travail présenté par Emmanuel Okoro? Alors, je parlerai plutôt au nom des membres du jury, parce que je ne faisais pas partie des membres du jury, mais ce qui a le plus plu, c'est la créativité, les matières. C'est surtout des matières d'origine africaine qui ont été utilisées. Et aussi la façon dont le tissu est tissé. Tout ça s'est fait sur place. Et puis Emmanuel, il faut dire qu'il a une espèce d'inspiration par rapport aux couleurs. Les vêtements peuvent être portés, quelle que soit l'occasion, on peut utiliser ces vêtements. Les coupes sont assez bien structurées, les finitions sont hyper bien faites. Un créateur nigérian à suivre donc, mais pas seulement. Vous aviez aussi des designers venus d'un peu partout sur le continent? Oui, on a eu plusieurs candidats. En fait, on a essayé de prendre un peu sur tout le continent africain. Donc, on avait des candidats qui arrivaient de l'Afrique du Sud, du Nigeria, de l'Angola, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Et tous ces créateurs-là avaient vraiment leur identité propre à eux. Ils avaient une collection vraiment exceptionnelle. Ça leur a pris 2 mois de pouvoir préparer tout ça. Et je pense qu'ils étaient plutôt contents de venir présenter toute leur collection à Paris. Oui. Pour finir, une question un petit peu plus personnelle, enfin en plus liée à votre carrière également en tant que mannequin. Vous avez défilé pour les plus grands, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Vivienne Westwood, beaucoup aussi avec Alfadi, le magicien du désert, dont vous étiez l'égérie. Est-ce que la perception du métier de mannequin a changé en Afrique? On le sait, enfin il y a des préjugés qui peuvent avoir la vie dure, notamment que ce n'est pas vraiment un métier ou que les mannequins sont des femmes avec des mœurs légères. Qu'est-ce que vous pensez de cette perception du métier sur le continent? Je pense aussi une force image qu'on a de ces mannequins-là, en fait, de ces filles-là. Mais là, je pense qu'en 2021, les gens ont compris que c'est un vrai métier et que ça ne se fait pas comme ça. C'est une formation. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'entrer à l'agence métropolitaine. Donc, c'est l'une des agences, en fait, la première agence qu'a découvert, entre autres, Claudia Schiffer. Donc, quand on est mannequin, c'est un vrai métier, c'est des préparations, c'est une formation, c'est des règles à respecter. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc, sinon, tout le monde pourrait être mannequin. Et c'est vrai que par rapport à l'Afrique, les gens découvrent maintenant, avec un peu plus de temps, avec de recul, ils s'aperçoivent que c'est un métier qui est reconnu internationalement. Et puis, pour pouvoir le faire plus sérieusement, il faut vraiment rentrer dans une agence de mannequins, avoir un contrat, être accompagné par des professionnels
Et puis là, plutôt, ça marche. Mais je pense qu'en Afrique, ils ont compris que c'était un vrai métier. Merci beaucoup. Merci Valerica d'avoir été avec nous dans Afrique Hebdo. Et avant de nous quitter, je vous propose de faire un tour par la Côte d'Ivoire. Après la ville historique de Grand Bassam en 2012, 8 mosquées de style soudanais sont désormais inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 2 de ces joyaux d'architecture se situent dans la ville de Kong. Notre correspondant Samuel Bernard vous emmène les découvrir. À Kong, comme chaque semaine, la prière du vendredi vient rythmer la journée des fidèles. La mosquée vieille de presque 300 ans est la plus grande des 8 mosquées de style soudanais de Côte d'Ivoire, tout juste inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une inscription qui fait la fierté de ses habitants. Un acte qui va nous apporter beaucoup, parce que c'est une reconnaissance d'abord, non seulement des mosquées, mais de la ville de Kong. Kong compte une deuxième mosquée plus petite de ce style. Ces mosquées, construites pour la plupart au XVIIe siècle, viennent rappeler les liens historiques entre la Côte d'Ivoire et les pays voisins. Pour le comprendre, il faut remonter au XIVe siècle, à l'époque de l'empereur malien Mansa Moussa, qui ramena cette architecture à la suite d'un pèlerinage à la Mecque. L'empereur du Mali est revenu dans son pays avec un architecte qui a créé la première mosquée qui est, on peut dire, l'archétype de style soudanais qui va rayonner d'abord dans la zone du Mali et puis à partir du XVIe siècle est descendu plus au sud pour occuper la savane du nord ivoirien. À l'heure actuelle, les visiteurs se font encore rares. Seuls certains Ivoiriens, souvent en pèlerinage, viennent visiter l'endroit. C'est grande chose pour moi, c'est très important parce que venir prendre la bénédiction à la source, c'est très important. Malgré une situation sécuritaire précaire dans la région, l'inscription des mosquées ivoiriennes pourrait à terme contribuer à augmenter la fréquentation touristique du nord du pays. C'est la fin d'Afrique Hebdo. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine, même heure, même endroit.